L'anniversaire de la sœur de ma femme avait lieu dans un restaurant de luxe, mais il n'y avait pas de place pour moi. Le mari de ma femme m'a dit, « Pourquoi n'essaies-tu pas ce pub crasseux en face ?» Ma femme a ajouté, « Je te vas à ravir. » J'ai souri et j'ai dit, « Je vais faire ça, avant de partir discrètement. » Mais quand ils m'ont vu entrer dans le pub, ils ont blêmi. Je m'appelle Marcus Grant, et je tiens en ce moment même ce qui est peut-être le papier le plus cher que j'ai jamais touché de ma vie. Cette invitation au dîner d'anniversaire de ma belle-sœur Félicia est imprimée sur du papier cartonné si épais qu'on pourrait probablement l'utiliser comme une armure, avec une véritable feuille d'or qui reflète le soleil de fin d'après-midi qui filtre à travers la fenêtre de notre appartement de Boston. Tout cela respire l'argent, le genre de richesse générationnelle à l'ancienne que mes beaux-parents aiment exhiber comme un insigne d'honneur. Pour être honnête, je n'ai jamais attendu grand-chose de la famille de ma femme. Après 3 ans de mariage, j'ai appris à ne pas trop attendre de ces gens. Mais cette invitation, ce truc-là, c'est un tout nouveau niveau de passif-agressif, emballé dans du papier à lettres de luxe. Les enveloppes étaient écrites à la main. Cette cursive parfaite qu'elle a apprise dans une école préparatoire du Connecticut où ils enseignaient probablement l'étiquette en plus du calcul. M et Madame Grant, c'est écrit à l'extérieur, tout en convenance et en formalité. Mais quand j'ouvre ce cauchemar doré, il y a le nom de ma femme imprimé en écriture élégante. Madame Isla Henderson Grant. Et juste en dessous, en lettres si petites qu'elles pourraient aussi bien être microscopiques. C'est écrit +1. +1, pas Marcus. Pas un mari aimant. Juste +1. Comme si j'étais un type qu'elle a rencontré sur Tinder et qu'elle a décidé d'emmener avec elle pour le plaisir. Je gère ce genre de conneries depuis des années maintenant. Depuis qu'Isla et moi avons commencé à sortir ensemble à la fac. Sa famille me traite comme si j'étais une sorte de pépin temporaire dans leur petit monde parfait. Comme si s'ils m'ignoraient suffisamment longtemps, je disparaîtrais, elle reprendrait ses esprits et épouserait un enfant de la finance nommé Preston ou Chadwick qui passe ses étés dans les hantons et n'a jamais travaillé de sa vie. Le truc, c'est que je comprends pourquoi ils ne m'aiment pas. Je ne suis pas leur gendre idéal. Je n'ai pas grandi dans un manoir de Beacon Hill. Je n'ai pas de bureau dans la société d'investissement de papa. Et je ne passe surtout pas mes week-ends à jouer au polo ou à ce que font les riches pour s'amuser. Je suis juste un type ordinaire de Sudi qui s'est démené pour réussir. Et apparemment, ce n'est pas suffisant pour le clan Henderson. Mais voilà ce qui m'énerve vraiment. En fait, j'aime leur fille. Je veux dire, je l'aime vraiment. Même quand elle fait des coups comme ça, même quand elle laisse sa famille me marcher dessus comme si j'étais le journal d'hier, je ne peux toujours pas imaginer ma vie sans elle. Elle est drôle, intelligente et belle, et quand on est juste toutes les deux, rien de tout ça n'a d'importance. C'est seulement quand sa famille s'en mêle que tout part en vrille. Alors oui, cette invitation pique. Ça pique comme un, pour être tout à fait honnête. Mon instinct me dit de chiffonner ce truc, de le jeter à la poubelle et de passer la soirée à faire n'importe quoi d'autre. Mais je ne vais pas faire ça. Tu sais pourquoi? Parce que je ne suis pas le genre de gars à laisser sa fierté l'empêcher de soutenir la femme qu'il aime, même si elle ne semble pas vraiment intéressée à me soutenir en retour. Je me dirige vers notre chambre et sors mon plus beau costume, le gris anthracite que j'ai acheté pour notre mariage il y a 3 ans. Il me va toujours comme un gant, et me donne toujours l'air d'appartenir à des pièces pleines de gens qui utilisent le verbe « été » comme un verbe et pensent qu'un dîner à $100 est de la petite monnaie. Je prends mon temps pour repasser ma chemise, cirer mes chaussures en cuir jusqu'à ce qu'elles brillent comme des miroirs, et je ressors même les boutons de manchette en argent que mon père m'a offert avant de mourir. S'ils veulent me traiter comme une étrangère, tant mieux, mais je vais arriver avec une mine radieuse. Le problème des cadeaux était plus délicat. Qu'est-ce qu'on peut bien acheter à une femme de 26 ans qui a déjà tout ce qu'on peut acheter? J'ai passé la majeure partie de mon samedi après-midi à flâner dans Newberry Street, à écumer les boutiques et les bijouteries, à la recherche de ce beau-frère prétentieux plutôt que d'un type désespéré qui en fait trop. J'ai finalement opté pour ce magnifique foulard en soie d'un créateur français dont je n'arrive même pas à prononcer le nom. Il m'a coûté plus cher que ce que je voulais, mais il est classe et élégant, et ça montre que j'ai vraiment réfléchi à tout ça. Lavanda. Bon sang, même le nom a l'air prétentieux. C'est un restaurant français chic du centre-ville qui demande un apéritif plus cher que la plupart des gens dépensent en course en une semaine. Le genre d'endroit où les serveurs ont tous l'air de vous rendre un service personnel rien qu'en prenant votre commande. Et la carte des vins se lit comme une dissertation expliquant pourquoi vous n'êtes pas assez sophistiqué pour y aller. J'y suis déjà allé une seule fois, pour l'anniversaire des parents d'Isla l'année dernière.
Et j'ai passé toute la soirée avec l'impression que tout le monde sentait en moi l'odeur de la classe ouvrière. Comme s'ils savaient tous que je n'avais pas ma place dans leur monde de menus 5 services et de cocktails à $30 aux noms indéchiffrables. Mais ce soir, ce sera différent. Ce soir, j'y entre la tête haute, mon cadeau coûteux emballé dans du papier qui a probablement coûté plus cher que le déjeuner de la plupart des gens, et mon air de joueur bien en place, car quoi qu'il arrive, quelles que soient les petites insultes et les remarques sarcastiques qu'ils ont prévues pour moi, je serai là pour ma femme. Je vais sourire, discuter poliment de la météo et de la bourse, et leur montrer que Marcus Grant ne recule pas devant une dispute, même déguisé en fête d'anniversaire. Le truc vraiment génial, c'est que je pensais que cette fois-ci, ce serait différent. Je pensais que peut-être, juste peut-être, après 3 ans de mariage et d'innombrables réunions de famille où je n'ai été que poli et respectueux, il finirait par me traiter comme un membre de la famille plutôt que comme un invité indésirable qui a abusé de son hospitalité. J'avais tort, évidemment. Mais ce n'est pas grave. J'ai déjà été sous-estimé, et laissez-moi vous dire que ça ne marche jamais très bien pour ceux qui sous-estiment. Entrer chez la Véranda, c'est comme entrer dans une sorte de conte de fées. Si les contes de fées étaient conçus par des gens riches avec plus d'argent que de sous-vêtements. L'endroit déborde de luxe. Et je parle de ce genre d'élégance extravagante qui fait pleurer votre portefeuille rien qu'en la regardant. Il y a des roses partout. Et je dis bien partout. Des blancs, des roses, des rouges couleur sang frais. Tous disposés dans d'énormes vases en cristal qui ont probablement coûté plus cher que le loyer de ma voiture. Les nappes sont d'un lin doré chatoyant qui reflète la lumière des lustres suspendus au-dessus de ma tête, comme si elles sortaient tout droit d'un palais. Chaque surface non fleurie reflète la lumière des flûtes à champagne polies, des verres à eau en cristal et de l'argenterie si brillante qu'on pourrait sans doute s'en servir pour signaler le passage d'un avion. La salle entière vibre de cette énergie particulière que l'on ne ressent que lorsqu'on rassemble des gens fortunés au même endroit, tous essayant de se surpasser en tenue et en élégance. Tout le monde est déjà en mode célébration, trinquant, rejetant la tête en arrière dans ces rires parfaitement maîtrisés que les riches semblent apprendre à la fin de leurs études, et posant pour les photos avec leur téléphone tenu à l'angle idéal pour capter la meilleure lumière. Je prends une grande inspiration et m'enfonce davantage dans ce cirque scintillant. Mes yeux scrutent la pièce à la recherche du moindre signe indiquant où je suis censé m'asseoir. C'est alors que je remarque les marque-places. Oh, ces marque-places. Ils sont éparpillés sur chaque table comme de petites mines de papier. Chacun écrit avec la même calligraphie sophistiquée qui coûte probablement plus cher par lettre que ce que la plupart des gens gagnent en 1 heure. Je commence à faire le tour de la salle, vérifiant table après table, cherchant mon nom parmi tous les autres invités. Et laissez-moi vous dire, ils ont des marque-places pour tout le monde et leur foutue mère. Il y en a un pour Isla, bien sûr, placé à ce qui est évidemment la table principale, juste à côté de la fille qui fête son anniversaire. Il y en a un pour Félicia, imprimé sur du papier cartonné légèrement plus épais parce qu'elle est l'invitée d'honneur. Je vois des cartes pour les parents d'Islao, Richard et Virginia Henderson, positionnés comme le roi et la reine de tout ce spectacle. En passant à la table suivante, je repère des cartes pour les cousines d'Islao. Les jumelles Bethany et Britney, que j'ai rencontrées exactement 2 fois, et qui me regardent toutes les deux comme si j'étais quelque chose qu'elles ont gratté sur leur talon de créateur. Il y en a un pour Sarah, la colocataire d'Isla à la fac, qui travaille dans une association financée par son père pour se sentir bien dans sa peau tout en vivant de l'argent du fonds fiduciaire. Zut, il y a même un marque-place pour le coiffeur d'Isla. Un certain Marco qui demande $300 la coupe et parle avec un faux accent italien qui ne trompe absolument personne. Mais Marcus Grant, pas la moindre trace. Je vérifie chaque table 2 fois, me disant que je l'ai peut-être raté. Peut-être qu'ils m'ont mis à une table d'angle avec les invités et des parents éloignés à qui personne n'a vraiment envie de parler. Mais non, rien. C'est comme si je n'existais pas. Comme si j'étais une sorte de fantôme hantant ce restaurant français hors de prix. La prise de conscience me frappe comme un coup de poing dans le ventre. Ils ne m'ont pas simplement traité comme un invité. Ils ont littéralement oublié de me réserver une place à leur dîner chic. Ou pire, ils l'ont fait exprès. Plus j'y pense, plus je parie que c'est la deuxième option. C'est Virginia Henderson qui est écrite partout. Cette passive-agressive qui essaie de semer la discorde entre moi et Islao depuis le premier jour. Je me retourne pour trouver ma femme, espérant qu'elle puisse peut-être m'expliquer ce groupe. Mais Isla est aussi utile qu'une porte moustiquaire sur un sous-marin en ce moment. Elle se tient près de la table principale, complètement absorbée par ce qui se passe sur l'écran de son téléphone.
Ses doigts volent sur le clavier comme si elle dirigeait une sorte de symphonie numérique. Son visage est illuminé par cette lueur bleue, et elle a ce petit sourire en coin qu'elle a quand elle envoie des textos à ses copines pour leur parler du drame qui consume actuellement leur cercle social. Isla, dis-je en essayant de garder une voix égale même si je sens ma tension monter. Où suis-je censé m'asseoir exactement? Elle lève à peine les yeux de son téléphone, me lançant le genre de regard dédaigneux qu'on lance à un serveur qui interrompt une conversation. Quoi? Elle demande comme si elle n'avait vraiment aucune idée de ce que je veux dire. Ma place, je répète en désignant la pièce pleine de marque-place parfaitement disposée. Où est-elle? Avant même qu'Eslau puisse faire semblant de se soucier de répondre à ma question, sa mère, Virginia, surgit comme une sorte de vautour en habit de créateur. La femme a un sourire figé sur son visage qui n'atteint pas ses yeux. Le genre de sourire qui promet douleur et humiliation, enveloppé dans une conversation polie. Virginia se penche vers moi, et je sens son parfum coûteux mêlé au champagne qu'elle sirote déjà. Quand elle parle, sa voix est douce comme du miel et 2 fois plus venimeuse. Oh, Marcus, dit-elle en prononçant mon nom comme s'il avait un goût amer. Pourquoi n'essaies-tu pas ce petit pub crasseux en face? C'est peut-être plus ton genre. Les mots flottent entre nous comme un nuage toxique. Je sens les conversations autour de nous se calmer, la tension monte. C'est exactement le genre de scène pour laquelle Virginia vit. Une humiliation publique déguisée en suggestion utile, délivrée avec juste assez de déni plausible pour qu'elle puisse faire l'innocente si on la dénonce. Mais le vrai coup de poignard dans le dos vient de ma propre femme. Isla lève enfin les yeux de son téléphone, assimile la situation, puis fait quelque chose qui me fait chavirer. Elle rit. Pas un rire nerveux, pas un rire gêné, mais un rire sincère et amusé, comme si sa mère venait de raconter la blague la plus drôle qu'elle ait entendue de la semaine. Ouais, dit Isla, toujours en riant, en me toisant de la tête aux pieds comme si elle me voyait pour la première fois. Ça te va à ravir. Ces mots me font l'effet d'une douche froide. Il ne s'agit plus seulement d'un marque-place manquant. Il s'agit de ma femme, la femme que j'aime, celle que je défends et soutiens depuis 3 ans, qui reconnaît publiquement que je n'ai rien à faire ici, que ma place est dans un petit pub miteux avec des gens qui me ressemblent, peu importe ce que ça veut dire. Le temps semble s'arrêter un instant après que les mots d'Isla m'ont frappé. Les rires du reste de la fête sont étouffés, comme si j'étais sous l'eau, et je n'entends que les battements de mon cœur qui résonnent dans mes oreilles. Virginia est là, avec ce sourire satisfait, comme si elle venait de porter le coup fatal dans un jeu tordu auquel j'ignorais même qu'on jouait. Isla a déjà baissé les yeux vers son téléphone, me rejetant comme si j'étais un petit inconvénient dont elle a fait l'expérience et qu'elle peut désormais oublier. Mais voilà le problème avec le fait d'être poussé à bout. Parfois, on ne te laisse pas faire comme on l'attend. Parfois, on n'explose pas de colère ni ne s'effondre sous l'humiliation. Parfois, on devient tout simplement très calme. Et c'est exactement ce qui m'arrive en ce moment. C'est comme si quelqu'un avait actionné un interrupteur dans mon cerveau et que toute la douleur et la gêne se transformaient en une clarté froide et concentrée. Je sens mon visage se transformer en un sourire. Pas le faux sourire poli que j'arbore à ces réunions de famille depuis 3 ans, mais quelque chose de complètement différent. Quelque chose qui a probablement l'air agréable de l'extérieur, mais qui est d'une dureté indescriptible à l'intérieur. C'est le genre de sourire qui ne plaisante pas. Même si personne d'autre dans cette pièce n'est assez intelligent pour le reconnaître. Tu sais ce que je dis, et ma voix est parfaitement posée, parfaitement maîtrisée. Je vais le faire. La simplicité de ma réponse semble prendre Virginia au dépourvu. Je le vois dans ses yeux. Elle s'attendait à une dispute, à ce que je me mette sur la défensive, que je m'énerve, ou peut-être même que je la supplie de m'asseoir à leur précieuse table. Elle avait hâte de me voir me tortiller, de me voir. Je ne voulais pas me ridiculiser devant tous ces gens qui me trouvent déjà inférieur à eux. Mais au lieu de ça, j'ai simplement accepté sa suggestion comme si c'était la chose la plus raisonnable au monde. Le sourire narquois de Virginia s'estompe une seconde, et j'aperçois une lueur de confusion dans son expression avant qu'elle ne la dissimule sous un autre de ses sourires venimeux. Oh, dit-elle, visiblement incertaine de comment gérer mon acceptation calme. Enfin, c'est pratique de ta part. Isla ne lève même pas les yeux de son téléphone. Elle est complètement absorbée par une conversation numérique plus importante que le fait que son mari vient de se faire virer de la fête d'anniversaire de sa sœur. La femme que j'ai épousée, la femme que j'ai aimée et soutenue à travers tout, ne prend même pas la peine de reconnaître ce qui vient de se passer. C'est plus douloureux que tout ce que Virginia aurait pu me dire. Je jette un dernier regard autour de moi,
les nappes dorées et les flûtes à champagne en cristal. Tous ces gens parfaitement habillés, leur vie parfaitement organisée, les marque-places qui indiquent exactement où chacun doit aller, sauf moi. Puis je me retourne et je me dirige vers la sortie. Pas de discours théâtral. Pas de cadeaux jetés par terre ni de flûtes de champagne renversées. Pas de sortie en trombe avec un flot de jurons qui donnerait matière à commérage à ces coincés pendant les 6 prochains mois. Juste une sortie discrète et digne d'une soirée où je n'ai jamais vraiment été la bienvenue. Les conversations autour de moi semblaient s'interrompre tandis que je traversais la pièce. Je sens des regards me suivre. J'entends presque les spéculations murmurées qui commencent dans mon dos. T'as vu ce qui vient de se passer? Où va-t-il? Que lui a dit Virginia? Les ragots s'enflamment déjà, et je suis sûr que demain matin, ce petit incident sera transformé en une histoire sur mon insupportable présence auprès de gens sophistiqués, comment j'ai piqué une colère et suis parti en trombe comme une enfant. Qu'ils pensent ce qu'ils veulent. Qu'ils racontent leurs petites histoires et se félicitent d'être bien meilleurs que le type de la classe ouvrière qui a réussi à duper leur précieuse Isla pour qu'elle l'épouse. Car ce qu'aucun de ces gens ne sait, ce qu'ils sont tous trop arrogants et égocentriques pour se donner la peine de découvrir, c'est que Marcus Grant a quelques surprises en réserve. Alors que je pousse les lourdes portes vitrées du Lavaranda et que je sors sur le trottoir, je sens l'air frais du soir bostonien me caresser le visage. Le contraste entre l'atmosphère étouffante et parfumée de l'intérieur et le monde réel extérieur est comme un réveil. C'est ici que j'appartiens. Pas dans un restaurant hors de prix, plein de gens qui se déguisent et prétendent que leur argent les rend meilleurs que tout le monde, mais ici, dans le monde réel, là où tout compte. Je traverse la rue et le voilà, le petit pub crasseux que Virginia m'a suggéré avec un dédain évident. De l'extérieur, il ne paie pas de mine. L'enseigne est simple, sobre, avec juste un lettrage épuré indiquant « Granite Tap » en écriture élégante. Les vitrines sont chaleureuses et accueillantes, laissant entrevoir des boiseries riches et une lumière tamisée à l'intérieur. Cela n'a rien à voir avec l'étalage de richesse que je viens de sortir, mais il y a quelque chose d'honnête, de vrai. L'ironie du sort, la situation est si parfaite. C'en est presque drôle. Presque. Virginia Henderson, dans toute son infinie sagesse et sa conscience de classe, vient de m'envoyer exactement là où je voulais être. Elle pense m'avoir humilié. Elle pense m'avoir remise à ma place en me suggérant d'aller traîner avec mes semblables dans un bar miteux. Elle ignore totalement qu'elle vient de me donner l'occasion idéale de montrer à ces gens qui ils ont sous-estimé ces 3 dernières années. Ils pensaient avoir gagné. Ils pensaient s'être enfin débarrassés de ce mari gênant qui ne correspondait pas à leur petit monde parfait. Ils pensaient que je m'éclipserais dans la nuit, humilié et vaincu. Peut-être disparaître complètement de la vie d'Islao et leur épargner ainsi la peine d'avoir affaire à moi. Mais ce que Virginia, Islao et tous les autres ignorent, ce qu'ils n'ont jamais pris la peine de découvrir, trop occupés à me regarder de haut, c'est que je suis propriétaire de ce petit pub crasseux d'en face. Pas seulement le bâtiment, pas seulement une partie de l'entreprise, mais toute l'opération, toute la marque. Ce soir, ils vont enfin découvrir qui est vraiment Marcus Grant. Et quelque chose me dit qu'ils n'aimeront pas ce qu'ils découvriront. Dès que je pousse les lourdes portes en chêne du robinet en granit, c'est comme entrer dans un tout autre univers. L'atmosphère me frappe immédiatement, chaleureuse, accueillante, sophistiquée sans prétention. C'est mon univers, ma création, et le contraste entre cet endroit et le cirque plaqué hors dont je viens de m'échapper ne pourrait être plus frappant. Marcus. L'accueil vient de 3 directions différentes à la fois, et je ne peux m'empêcher de sourire. Un vrai sourire cette fois, pas le masque soigneusement contrôlé que je portais de l'autre côté de la rue. Mon personnel s'illumine sincèrement en me voyant, et la chaleur dans leur voix est quelque chose que ces faux-semblants de Lavarando ne comprendront jamais. Voilà à quoi ressemble la véritable hospitalité, à quoi ressemble le respect authentique. Tommy, mon serveur en chef, se précipite du bar où il polissait des verres. Patron, tout allait bien. Il y a de l'inquiétude dans une voix douce, celle qui vient de quelqu'un qui se soucie vraiment de quelqu'un plutôt que de simplement faire semblant. Tout est parfait, lui dis-je. Et pour la première fois de la soirée, je le pense vraiment. J'avais juste envie de vérifier le fonctionnement. L'intérieur du robinet en granit est exactement ce que j'avais imaginé lorsque j'ai acheté cet endroit il y a 7 ans. Une élégance discrète qui n'a pas besoin de crier sur le prix. L'éclairage est doux et chaleureux, provenant de luminaires sur mesure qui projettent une lueur dorée sur le riche bar en acajou et les murs en briques apparentes. Les tables sont en bois massif, chacune soigneusement sélectionnée et disposée pour créer des espaces de conversation intime.
Un doux fond sonore de jazz. Du vrai jazz, interprété par de vrais musiciens, pas une playlist conçue pour impressionner ceux qui ne connaissent pas la différence. Je traverse la salle à manger, salue les habitués et prends des nouvelles de mon équipe. Cet endroit fonctionne comme une horloge suisse parce que j'ai construit quelque chose d'authentique ici. Quelque chose basé sur la qualité réelle plutôt que sur le faste et le statut. Chaque détail a été pensé. Des ingrédients locaux à la carte des vins soigneusement sélectionnés, en passant par la façon dont nous formons notre personnel à traiter chaque client comme s'il comptait. La chef Anukika m'aperçoit de derrière le comptoir et me fait un signe de tête rapide avant de retourner à son travail. Elle dresse ce qui ressemble au confit de canard spécial du soir, accompagné de gastris aux cerises et de légumes racines rôtis. La présentation est absolument impeccable, comme une œuvre d'art. Mais contrairement aux prétentieux qu'ils servent en face, ce plat est aussi bon qu'il en a l'air. Anukika travaille avec moi depuis 5 ans maintenant. Depuis que je l'ai débauché d'un de ces établissements guindés du centre-ville où l'on se souciait plus du porte-monnaie que de la qualité de votre palais. Bonsoir. Le patron appelle Rishi de derrière le bar. Il est déjà en train d'attraper la pression qui sert mon cidre habituel, un cidre artisanal d'une petite brasserie du Vermont dont personne ne connaît l'existence, mais qui fait l'un des meilleurs que j'ai jamais goûté. Rishi a le don de se souvenir exactement de ce que boit chaque habitué. Et il a perfectionné des cocktails ici qui mettent des cocktails hors de prix dans des bars d'hôtels chics, une honte. J'accepte le cidre et prends un moment pour m'imprégner de l'atmosphère. La foule du dîner bat son plein, mais l'énergie est complètement différente de celle que je viens de quitter. Ce sont des gens qui apprécient la qualité, qui comprennent que la vraie sophistication n'a pas besoin de s'afficher avec des feuilles d'or et des lustres en cristal. Des artistes discutent de leur dernier projet autour de repas parfaitement préparés. Des entrepreneurs concluent des accords par des poignées de main plutôt que par des avocats. Des critiques gastronomiques qui viennent ici non pas par obligation, mais parce qu'ils aiment vraiment ce que nous faisons. Ça vous dérange si je passe un moment en cuisine? Je demande à Anukika et elle sourit. Ta cuisine, tes règles, dit-elle, mais nous savons toutes les deux que c'est elle qui gère le quotidien. Je lui fais entièrement confiance, c'est pourquoi cet endroit fonctionne si bien, même quand je ne suis pas là. Je me dirige vers l'arrière-boutique et enfile une de mes vestes de chef sur mesure, non pas parce que je dois cuisiner ce soir, mais parce que c'est ce que je suis vraiment. Pas le type en costume hors de prix qui essaie de. Il s'intègre à des gens qui ne l'accepteront jamais, mais au chef et propriétaire qui a bâti quelque chose de significatif de toute pièce. Le manteau lui va parfaitement. Et quand je m'aperçois dans le miroir du bureau, je vois l'homme que je suis réellement, et non celui que je prétendais être il y a une heure. En entrant dans la cuisine ouverte, quelque chose de magique se produit. Je sens le changement d'énergie. Je sens mon équipe se rallier à moi, même si rien n'a changé radicalement. C'est ici que j'appartiens. Là où ma présence compte vraiment et fait la différence. Je prends une cuillère et goûte la sauce qu'Anukika prépare. Je fais une petite suggestion d'assaisonnement et je la regarde l'ajuster avec le respect professionnel qui naît de nombreuses années de collaboration. Mais soudain, je remarque quelque chose qui me fait réfléchir. De ma position dans la cuisine ouverte, j'ai une vue imprenable à travers les grandes baies vitrées donnant sur la rue. Et de l'autre côté de la rue, chez la Varanda, je vois des visages se tourner vers nous. Au début, ce ne sont qu'une ou deux personnes, probablement curieuses de la lumière chaude et de l'activité évidente provenant du robinet en granit. Mais ensuite, d'autres têtes se tournent. Et je réalise que les invités commencent à remarquer quelque chose. Ils remarquent que le petit pub crasseux d'en face n'est pas ce à quoi ils s'attendaient. Ils voient le calibre des gens qui entrent et sortent de mon restaurant. Les voitures de luxe qui s'arrêtent pour déposer les invités. L'atmosphère générale de réussite sophistiquée qui émane de cet endroit, même de loin. J'observe une amie de Félicia pointer du doigt la femme de l'autre côté de la rue. Puis une autre cliente se retourne pour regarder, puis une autre encore. Les conversations au lava-véranda commencent à changer et je vois presque la curiosité se répandre dans cette salle scintillante comme une traînée de poudre. Et là, à la table principale, j'aperçois Hila. Elle a enfin posé son téléphone et regarde droit vers notre vitrine. Même de loin, je vois la confusion sur son visage. La façon dont sa coupe de champagne semble trembler légèrement dans sa main. Les sourires narquois s'estompent. Le congédiement désinvolte se transforme en quelque chose de complètement différent, et la soirée ne fait que commencer. À 20h30, le robinet en granit bourdonne. Et je ne parle pas de l'énergie artificielle et forcée qu'on retrouve lors des événements de réseautage d'entreprise ou des soirées caritatives.
Ici, c'est du concret. Une excitation authentique, des conversations authentiques, le genre d'ambiance qui se crée lorsqu'on réunit des gens qui ont vraiment quelque chose d'intéressant à dire et l'intelligence de bien le dire. Je me déplace entre les tables, vêtu de ma veste de chef, pour prendre des nouvelles des invités et m'assurer que tout se déroule bien. Quand je remarque que la foule que nous avons attirée ce soir est encore plus impressionnante que d'habitude. À la table 7, il y a Marcus Schein, celui qui a conçu la moitié des installations d'art public de Boston et qui vient d'ouvrir sa 3e galerie à Soho. Il est en pleine conversation avec Elena Rodriguez, qui dirige cette association à but non lucratif qui transforme des terrains vagues en jardins communautaires dans toute la ville. De vraies personnes qui font un travail concret et qui comptent vraiment. Au bar, j'aperçois David Kim, le blogueur culinaire dont les critiques peuvent faire la différence dans les restaurants de Nouvelle-Angleterre. Il n'est pas là pour une mission ce soir. C'est juste là qu'il vient quand il a envie de manger quelque chose qui va le bouleverser, sans tous les prétentions qui vont avec. Un dîner haut de gamme. Il attire mon regard et lève son verre en guise de remerciement, et je sais qu'il apprécie ce que Richie lui a concocté. La pianiste dans le coin, Sarah Michel, diplômée de Berkeley et qui pourrait jouer en salle de concert si elle le voulait, enchaîne sur cette magnifique interprétation jazz d'un morceau de Radiohead qui s'accorde parfaitement avec l'énergie de la pièce. Le son emplit l'espace sans être envahissant par les conversations, ce qui est exactement ce que la musique live doit faire dans un restaurant. Mais ensuite, les choses deviennent vraiment intéressantes. Une berline noire s'arrête devant et je regarde par la fenêtre le maire adjoint en personne en sortir. Patrick Oulivant est un habitué des lieux depuis environ 2 ans. Depuis que j'ai aidé à organiser un dîner privé pour des investisseurs japonais en visite qui envisageaient un grand projet de développement dans la ville. Cet homme sait reconnaître la bonne cuisine quand il la goûte. Et surtout, il sait apprécier la qualité sans avoir besoin de la vanter. Marcus. S'exclame Patrick en traversant la salle à manger, et je vois les têtes se tourner vers les autres tables. Non pas parce que les gens sont bouche bée. Le granit. Tape attire le genre de clientèle qui comprend que l'intimité et la discrétion font la particularité d'un lieu, mais aussi parce qu'il y a une chaleur sincère dans son accueil, impossible à simuler. Gardez-moi une place au bar, s'il vous plaît. J'ai eu une journée d'enfer avec le conseil municipal, et il me faut un des fameux cocktails à l'ancienne de Richie. Je jette un coup d'œil de l'autre côté de la rue pendant que Patrick s'installe, et le décor du Lavaranda a complètement changé. Ce qui avait commencé comme des regards curieux s'est transformé en un véritable regard fixe. Je vois des groupes de personnes serrées les unes contre les autres, parlant clairement de ce qu'elles voient. L'arrivée de l'adjoint au maire n'est pas passée inaperçue. Son dispositif de sécurité est discret mais visible, et n'importe qui un tant soit peu intelligent comprendra que des gens sérieux choisissent de passer la soirée dans ce petit pub crasseux plutôt que dans ce restaurant français chic. Le véritable tournant survient lorsque je remarque que plusieurs invités sortent leur téléphone. Au début, je pense qu'ils prennent juste d'autres selfies ou publient sur leurs réseaux sociaux, mais je réalise ensuite ce qui se passe réellement. Ils cherchent le granit tape sur Google. Ils nous cherchent, essayant de comprendre ce qu'ils ont bien pu rater pendant tout ce temps. Je revois presque le moment précis où les premiers résultats de recherche sont apparus sur leurs écrans. Il y a cet effet d'entraînement qui se propage dans la foule du Lavaranda. Des gens penchés pour consulter leur téléphone, des conversations chuchotées urgentes, le genre d'énergie qui se répand quand on réalise qu'on a fait une grave erreur de calcul. Car voici ce qu'ils trouvent lorsqu'ils cherchent mon restaurant. Article après article, critique après critique. Tous dressent le même tableau. Le Granit Tap, le refuge culinaire le plus exclusif de Boston. Hidden Gym, le restaurant que l'élite de Boston ne veut pas que vous connaissiez. L'empire underground du chef Marcus Grant, où la vraie cuisine rencontre les vraies personnes. Le Boston Globe nous a qualifié de secret le mieux gardé de la ville, un lieu où l'excellence culinaire rencontre une sophistication sans prétention. Le magazine Food & Wine a consacré un article complet à la façon dont j'ai réussi à créer un lieu qui attire les gourmets avertis sans aucun des repères traditionnels. Salle à manger haut de gamme. Pas de code vestimentaire, pas d'attitude, non, juste une nourriture incroyable et une véritable hospitalité. Et puis il y a les gros titres qui comptent vraiment, ceux qui énoncent exactement qui possède et exploite cet endroit. Le chef reclus Marcus Grant. Le révolutionnaire calme derrière le restaurant le plus parlé de Boston. De Wall Street à la cuisine. Comment Marcus Grant a construit un plat d'empire culinaire à la fois. Le robinet de granit. La lettre d'amour du propriétaire du chef Marcus Grant à une salle à manger authentique. De retour à la véranda.
Le silence est assourdissant. Je peux voir le visage de Virginia Henderson d'ici. Et elle a l'air d'avoir avalé quelque chose qui n'était pas d'accord avec elle. La femme qui m'a suggéré de passer du temps au Dirty Little Pub avec mon propre espèce regarde maintenant un restaurant qui a toujours été évalué parmi les meilleures expériences culinaires de la ville possédée et exploitée par l'homme qu'elle vient d'humilier devant 40 personnes. Isla ne regarde plus son téléphone. Elle regarde directement de l'autre côté de la rue directement sur moi dans ma cuisine ouverte. Et même de cette distance, je peux voir que quelque chose de fondamental a changé dans son expression. L'amusement dédaigneux a disparu, remplacé par quelque chose qui ressemble beaucoup à un choc mélangé à la réalisation naissante qu'elle de manière très publique et très permanente. Les conversations à la Vanda ont maintenant pris une qualité différente. Au lieu de la célébration et du rire, il y a une discussion urgente et silencieuse. Les gens se montrent mutuellement leurs écrans de téléphone, pointant de l'autre côté de la rue, essayant de comprendre comment ils ont raté quelque chose de si important. La fête d'anniversaire a effectivement été déraillée par la découverte que l'homme qu'ils viennent de lancer n'est pas une place de travail, personne n'essayant de grimper au-dessus de sa station. Il est le chef propriétaire de l'un des restaurants les plus respectés de Boston et les nuits qui se réchauffent. Le reste de la soirée au robinet en granit coule comme une horloge, mais je ne peux pas secouer la conscience du chaos qui se déroule de l'autre côté de la rue. Toutes les quelques minutes, je fais un aperçu de la fenêtre des conversations animées, des gens tapant frénétiquement leur téléphone, et ce qui ressemble à une opération de contrôle des dégâts à grande échelle qui se produit à la fête d'anniversaire de Felicia. Le conte de fait doré l'atmosphère qu'ils avaient travaillé si dur pour créer ont été complètement brisés par une simple recherche Google. Je suis en train d'accélérer les commandes lorsque mon téléphone commence à bourdonner comme un fou. SMS après le texte, email après email, tous inondés plus rapidement que je ne peux suivre. Au début, je l'ignore. Le service du dîner est le temps sacré, et rien de moins qu'un feu de cuisine n'attire mon attention lorsque nous sommes dans les mauvaises herbes. Mais les notifications continuent de venir. Et enfin, Richie attire mon attention derrière le bar. Boss, dit-il, brandissant son propre téléphone. Vous voudrez peut-être vérifier vos messages. Quelque chose se passe. J'entre dans le back-office pendant une minute et tire mon téléphone. Et ce que je vois me fait rire à haute voix. Mon système de réservation a essentiellement explosé. Email après le courrier électronique de personnes qui il y a quelques heures à peine ne savaient probablement même pas que le robinet en granit existait. Soudain, tout le monde veut une table. Tout le monde veut faire l'expérience de ce qu'il a manqué. Tout le monde veut faire partie du club exclusif qu'il vient de découvrir. Les demandes proviennent d'adresses. Je reconnais les amis de la famille Henderson, les sœurs de sororité du collège de Felicia, même certains des associés qui étaient à la fête ce soir. Les gens qui ont passé des années à parcourir les rassemblements de famille essaient désormais désespérément d'entrer dans mon restaurant. L'ironie serait hilarante si elle n'était pas si pathétiquement prévisible. Mais le vrai divertissement arrive plus tard dans la nuit après avoir fermé et je traverse le flot de messages. Mon amie Chloé, qui travaille en relations publiques et était en quelque sorte sur la liste des invités pour la fête de Felicia, m'envoie un texte qui fait toute ma soirée. Mec, tu dois savoir ce qui s'est passé après votre départ. Ferme à l'effondrement. Elle fait suite à un appel téléphonique et je peux entendre le rire à peine contenu dans sa voix alors qu'elle me remplit sur les détails. Marcus, je n'ai jamais rien vu de tel. Au moment où les gens ont commencé à comprendre qui vous étiez vraiment, c'était comme regarder la chute de domino. Isla l'a complètement perdu selon Chloé, ma chère épouse est passée en mode panique complet la seconde où elle a réalisé que la moitié des invités de la fête sur Google et découvrait qu'il n'était pas seulement un gars de la classe de travail qui avait de la chance. Il a en fait plus réussi que la plupart des gens de cette pièce. Elle a continué à essayer d'amener les gens à ranger leur téléphone, disant des trucs comme « ce n'est pas le moment pour ça ». Mais il était bien trop tard. Le chat était déjà sorti du sac. Mais la réaction de Virginia Henderson était encore meilleure. Apparemment, la mère d'Isla a passé le reste de la soirée à tenter ce que Chloé appelle la gestion de la réputation d'urgence. Elle allait de table en essayant de faire tourner la situation en sa faveur. Mais chaque mensonge qu'elle a dit a fait empirer les choses. Elle n'arrêtait pas de dire des choses comme « Oh, il était un concierge. Maintenant, il dirige la cuisine », me dit Chloé. Et je peux pratiquement l'entendre rouler des yeux. Mais les gens montraient littéralement ces articles à propos de vous acheter le bâtiment, sur vos antécédents en finance d'entreprise, sur la façon dont vous avez construit tout le concept à partir de zéro. Elle ressemblait à un idiot complet.
La meilleure partie, cependant, est de savoir comment les autres invités ont réagi. Ce sont des gens qui sont fiers d'être au courant, d'avoir un accès d'initié aux meilleurs restaurants et expériences de la ville, découvrir qu'ils n'avaient pas été conscients de l'une des destinations de restauration les plus exclusives de Boston, et qu'ils ont juste regardé le propriétaire être humilié et expulsé de leur fête était apparemment un niveau d'embarras social qu'ils n'étaient pas équipés. La moitié des gens de la fête sont partis tôt. Claude poursuit, ils essayaient tous de comprendre comment obtenir des réservations chez vous, demandant si quelqu'un avait des liens, vous traitant essentiellement une sorte de célébrité qu'ils venaient de découvrir. C'était magnifique de regarder. Dans les heures suivant la fin de la fête, ma boîte de réception est complètement inondée. Les demandes de réservation formelles, les tentatives nommées déposant les connaissances mutuelles, même quelques personnes qui ne sont pas en train de reconnaître mes accomplissements plus tôt. Message. Les opinions sur le vin étaient fausses, car je n'avais probablement pas été exposé aux très bonnes choses. Mon DMS demande une table pour deux, mentionnant comment il a toujours été intéressé par les arts culinaires et aimerait découvrir ce dont tout le monde parle. Je supprime celui-là immédiatement. Certains pour une fois brûlés restent brûlés. La partie la plus drôle de toute cette situation est de regarder les gens essayer de réécrire l'histoire en temps réel. Soudain, tout le monde prétend qu'ils ont toujours su qu'il y avait quelque chose de spécial en moi, qu'ils pouvaient dire que j'avais des profondeurs cachées, qu'ils n'avaient jamais douté de mon potentiel de réussite. Les mêmes personnes qui m'ont traité comme un inconvénient depuis 3 ans tombent maintenant partout pour se mettre dans mes bonnes grâces. Mais la vérité ne peut plus être ignorée. Et c'est ce qui rend cela si satisfaisant. Pendant des années, ces gens m'ont regardé et ont vu exactement ce qu'ils voulaient voir. Un gars de la classe ouvrière qui n'appartenait pas à leur monde. Quelqu'un qu'ils pouvaient rejeter et ignorer sans conséquence. Ils n'ont jamais pris la peine de demander ce que j'ai fait pour le travail. Je n'ai jamais montré d'intérêt pour ma vie ou mes réalisations. Je n'ai jamais pensé que leurs hypothèses étaient peut-être mortes. Maintenant, ils savent mieux. Maintenant, ils comprennent que Marcus Grant n'est pas quelqu'un ils peuvent se permettre de sous-estimer. Et à en juger par le ton désespéré de ces demandes de réservation, ils commencent à réaliser que se remettre dans mes bonnes grâces ne sera pas aussi facile que de se faire expulser. Une semaine plus tard, je suis assis dans mon bureau au robinet en granit en passant par des factures et des contrats de fournisseurs lorsque Tommy frappe à ma porte avec cet énorme sourire sur son visage. Il tient quelque chose derrière son dos comme un enfant avec une surprise, et je peux dire qu'il vibre pratiquement d'excitation. « Boss, vous allez vouloir voir cela, dit-il. Et puis il sort le dernier numéro de Boston Gourmet mensuellement. Le magazine est épais et brillant, le genre de publication qui coûte $12 et s'assoit sur des tables basses dans des salles d'attente coûteuses et des condos de luxe dans toute la ville. Mais ce qui me fait arrêter le plus de meufs est la couverture. C'est une photo professionnelle prise dans la cuisine de Granit Tape avec moi dans le manteau de mon chef, les bras croisés, regardant directement la caméra avec le genre de confiance qui vient de savoir exactement qui vous êtes et ce que vous avez construit. Le titre s'étend sur le dessus en lettres audacieuses et élégantes. Marcus Grant, l'architecte caché de l'empire alimentaire le plus calme de Boston. En dessous, dans un texte plus petit, à l'intérieur de l'esprit du chef qui a redéfini l'exclusivité. Simple je respire, prenant le magazine des mains de Tommy. La photo de couverture est incroyable. Qui que leur photographe était vraiment savait ce qu'il faisait. L'éclairage capture l'atmosphère chaleureuse du restaurant tout en me faisant ressembler exactement à ce que je suis, un chef sérieux et un homme d'affaires qui a créé quelque chose d'extraordinaire. Tommy rebondit pratiquement sur ses talons. Ça va mieux, patron. Attendez de lire l'article. Je traverse le magazine jusqu'à ce que je trouve le long métrage et ce que je vois fait tomber ma mâchoire. Ce n'est pas seulement une revue de restaurant rapide ou un bref morceau de profil. Il s'agit d'une diffusion complète de 8 pages avec une photographie professionnelle, couvrant tout, de la philosophie de conception du restaurant à mes antécédents en finance d'entreprise à la façon dont j'ai réussi à créer ce qu'ils appellent l'expérience gastronomique la plus authentique en Nouvelle-Angleterre. L'article s'ouvre sur une description du robinet en granit qui me rend fier de lire. Dans une ville où l'excellence culinaire vient souvent avec l'attitude et la prétention, Marcus Grant a atteint quelque chose de remarquable. Un restaurant qui attire les convives les plus exigeants de Boston sans aliéner quiconque aime simplement la bonne nourriture. Le robinet en granit n'a pas besoin de cordes en velours ou de recommandations de célébrités pour maintenir son exclusivité. Il le gagne tous les soirs grâce à des expériences toujours extraordinaires. Il plonge profondément dans mon histoire,
en commençant par ma décision de quitter le monde du financement des entreprises après avoir épuisé la poursuite sans fin du profit sur le but. L'écrivain, Sarah Chan, a fait ses devoirs. Elle a interviewé d'anciens collègues qui ont expliqué comment je préparais déjà des repas élaborés pour les clients et les collègues, comment j'ai toujours été le gars organisant des dîners et des dégustations de vin, comment tout le monde savait que j'avais une passion pour la nourriture qui allait bien au-delà de la manger. Grant n'a pas trébuché sur le commerce de la restauration. L'article explique, il a méthodiquement planifié sa transition, passant 2 ans à travailler les nuits et les week-ends dans diverses cuisines à Boston, en apprenant tous les aspects des opérations de restauration de prep cook à Expedité. Quand il a finalement acheté le bâtiment qui allait devenir le type de granit, il avait déjà passé des mois à développer des relations avec des agriculteurs locaux, des fournisseurs spécialisés, et le type de talent culinaire qui a conçu la plupart des restaurants ne peut que rêver d'attirer. Alejandro, qui est un architecte spécialisé dans les projets hospitaliers. Dîner. Campagne sur les réseaux sociaux, pas de théâtre de célèbres chefs, des aliments toujours exceptionnels servis dans un environnement qui traite chaque invité comme un ami précieux. L'article comprend des citations de certains de nos clients réguliers, et les lire me fait réaliser à quel point nous avons réalisé ce que je me suis mis à faire. David Kim, la blogueuse culinaire, dit « Le robinet en granit est ce que chaque restaurant devrait aspirer à être, un endroit où la qualité de l'expérience compte plus que la taille de votre portefeuille ou la reconnaissance de votre nom. » Le maire adjoint O'Sullivan est cité en disant « Marcus a créé un espace où de vraies conversations se produisent sur de la vraie nourriture. C'est devenu l'endroit où les gens les plus intéressants de Boston vont quand ils veulent dîner, pas quand ils veulent être vus à dîner. » Il y a même une page complète dédiée à l'équipe avec une magnifique photo de moi avec le chef Anukika et le reste de la cuisine. La légende se lit comme suit, le propriétaire du chef Marcus Grant et son équipe d'élite ont redéfini ce que signifie être un restaurant de quartier. Anukika a l'air incroyable dans la photo, et vous pouvez voir la véritable camaraderie entre nous tous. Ce n'est pas une photo d'entreprise mise en scène. C'est une photo de personnes qui se respectent véritablement et aiment ce qu'ils font. L'article explique comment j'ai réussi à maintenir la sensation exclusive du restaurant sans être exclusif. Le robinet en granit ne fait pas de discrimination en fonction de la richesse ou du statut, écrit Chin. Il discriminait la base de l'appréciation de la qualité et du respect de l'engin. Le résultat est une salle à manger qui pourrait inclure un lauréat du James Beard partageant un repas avec un enseignant local qui a sauvé une occasion spéciale et tous deux se sentent également les bienvenus. En lisant cet article, en voyant mon travail et ma vision exposée en détail par quelqu'un qui comprend clairement ce que j'ai essayé d'accomplir ressemble à une validation à un niveau dont je ne savais même pas que j'avais besoin. Depuis des années, je construis quelque chose en quoi je croyais, faisant confiance que la qualité et l'authenticité parlaient éventuellement d'elles-mêmes. Maintenant, grâce à une nuit où mes beaux-parents ont essayé de m'humilier, toute la ville fait enfin attention. Le magazine frappe les stands un mardi et jeudi soir, les effets d'entraînement sont impossibles à ignorer. Mon téléphone sonne sans arrêt avec des demandes d'entrevue, des offres de partenariat et des tentatives de réservation de personnes qui pensent clairement que le non-nommé leur fera un tableau. Mais rien, et je veux dire rien, me prépare à ce qui se passe lorsque je termine dans la cuisine vers 10h et Tommy apparaît à mon coude avec ce regard sur son visage. « Boss », dit-il, gardant sa voix basse, même si la salle à manger s'est principalement dégagée. « Vous allez vouloir voir cela. » Je le suis vers l'avant du restaurant. Et là, debout juste à l'extérieur de notre porte d'entrée comme une sorte de déjà-vu torsadé, est-elle habillée à neuf dans une robe noire sans fêlant. Jamais vue dans ma vie. Colère, embarras ou vraie peur. Je ne peux pas le dire. Peut-être les trois. Je me dirige vers Marcus, notre hôte pour la soirée, un gars que j'ai embauché loin de l'un de ces établissements du centre-ville tendu parce qu'il comprend que l'hospitalité ne signifie pas embrasser le cul. Cela signifie traiter les gens avec un véritable respect tout en maintenant les normes. Quelle est la situation ? Je lui demande tranquillement. La dame dit qu'elle veut une table pour deux. Marcus me dit, et je peux entendre la neutralité professionnelle dans sa voix pour parler, a-t-elle dit. Je lui ai dit que nous étions entièrement réservés, mais elle est persistante. À travers la porte en verre, je peux voir Isla Scanner la salle à manger comme si elle cherchait des tables vides pour lesquelles elle peut indiquer et la preuve que nous mentons sur le fait d'être plein. Ce qu'elle ne comprend pas, c'est que le robinet en granit fonctionne sur un système complètement différent de l'endroit comme Lavanda. Nous ne gardons pas des tables vides au cas où quelqu'un d'important se présenterait. Chaque siège est parlé. Chaque réservation a soigneusement réussi à assurer le type d'expérience que nos clients attendent. Je prends une profonde inspiration et je marche dehors,
laissant l'air frais de la nuit frappe mon visage alors que je monte sur le trottoir. Isla se redresse immédiatement lorsqu'elle me voit, mettant ce sourire qu'elle utilise lorsqu'elle essaie de se débarrasser de ses ennuis. C'est le même sourire qu'elle m'a fait quand je l'ai surpris à passer par mon téléphone l'année dernière. Le même sourire qu'elle a utilisé lorsqu'elle a oublié de mentionner que son ex-petite amie serait à sa fête de Noël. Marcus, dit-elle, et sa voix a ce ton soigneusement modulé que les riches utilisent quand ils essaient de paraître humbles. J'espérais que nous pourrions parler, peut-être pendant le dîner. Derrière elle, la Virginie se déplace inconfortable. Et je remarque qu'elle ne fera pas tout à fait un contact visuel avec moi. À mal juger la situation. Je sais que c'est à la dernière minute, mais je la regarde devant Marcus, qui se tient dans l'embrasure de la porte, l'air professionnel et indéfectible. Ont-ils une réservation? Je lui demande assez fort pour que les deux femmes entendent. Marcus secoue la tête avec juste la bonne quantité de regret. Non, monsieur. Et nous sommes entièrement réservés pour les 3 prochains mois. L'expression sur le visage d'Isla passe de l'espoir à incrédule à quelque chose qui approche de la panique. 3 mois, elle répète comme si elle ne pouvait pas vraiment traiter ce qu'elle entend. Mais je suis sa femme et il y en a. Le droit qui se cache sous tout cela depuis le début. L'hypothèse selon laquelle être mariée avec moi accorde automatiquement son accès à tout ce qu'elle veut quand elle le veut, quelle que soit la façon dont elle m'a traité ou l'entreprise que j'ai construite. L'idée qu'elle peut m'humilier en public, puis se présenter une semaine plus tard en s'attendant à un traitement spécial. Je la regarde pendant un long moment, la regarde vraiment, et je réalise quelque chose qui devrait probablement me rendre triste, mais qui me semble un peu libérateur. Cette femme, que j'ai aimée et soutenue et défendue depuis 3 ans, ne comprend toujours pas. Elle ne comprend toujours pas que le respect est gagné, pas hérité. Elle pense toujours que les titres et les relations peuvent remplacer la considération et la décence réelle. Ce restaurant ne fait pas de promenade, je lui dis et ma voix est parfaitement calme, parfaitement professionnelle. Vous aurez besoin d'une référence de quelqu'un qui comprend la valeur. Les mots pendent dans l'air entre nous comme un défi. Le sourire forcé de Virginia se fissure enfin complètement, et je peux voir la colère commencer à faire surface dans ses yeux. Elle n'a pas l'habitude de se faire dire non, surtout pas par quelqu'un qu'elle considère sous sa station sociale. Mais la colère est tout ce qu'elle a laissé parce que la vérité est sortie maintenant, et il n'y a pas d'argent ou de connexion sociale qui peuvent changer ce que tout le monde dans cette ville connaît maintenant sur Marcus Grant. Isla ouvre la bouche comme si elle allait discuter, peut-être retirer la carte de la femme ou menacer une sorte de scène. Mais avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, je me retourne et retourne dans mon restaurant. Ne pas prendre d'assaut cette fois. Ne pas fuir la confrontation, retournant calmement à l'endroit où j'appartiens, où je suis respecté, où ma parole signifie réellement quelque chose. À travers le verre, je peux les voir debout là pendant encore 1 minute ou 2, essayant probablement de comprendre quel devrait être leur prochain mouvement. Virginia a l'air d'avoir une sorte de lutte interne entre son inclination naturelle à provoquer une scène et sa prise de conscience croissante que faire des histoires à l'extérieur du restaurant le plus parlé de Boston pourrait ne pas être le mouvement des relations publiques le plus intelligent. Finalement, il se retourne et s'éloigne. Isla agrippant toujours ses fleurs d'épicerie. Tous deux en retournant probablement dans le monde dont ils proviennent de l'argent et des connexions peuvent résoudre n'importe quel problème et acheter n'importe quelle solution. Ils n'ont jamais franchi le seuil. Et honnêtement, c'est exactement comme ça. 2 semaines passent en paix relative. Le robinet en granit continue de courir comme la machine bien lode, elle a toujours été. L'article du magazine apporte un flux constant de convives véritablement intéressés, et la vie s'installe dans un rythme qui semble plus authentique que tout ce que j'ai vécu depuis des années. Ensuite, un mardi après-midi calme, une enveloppe apparaît dans ma boîte aux lettres sans adresse de retour. Je connais cette écriture avant même d'enregistrer complètement ce que je regarde. C'est le script minutieux de Leslao, la même bouchée qui a honoré l'invitation qui a commencé tout ce gâchis. Pendant une fraction de seconde, j'envisage de jeter la putain de chose sans l'ouvrir. Mais la curiosité prend le dessus sur moi. À l'intérieur, il y a une seule feuille de papier avec un message qui est si simple qu'il m'attire en fait au dépourvu. Aucune longue explication essayant de justifier son comportement. Aucune excuse élaborée conçue pour la faire bien paraître. Aucune tentative de me manipuler dans la relation selon ses termes. Seulement 4 phrases qui ont frappé plus fort que n'importe quel grand geste. Je n'ai jamais demandé ce qui comptait. Je n'ai jamais vu qui tu étais vraiment. Je suis désolé. C'est ça. Pas de signature, pas de note d'amour, aucune promesse sur la façon dont les choses seront différentes.
Juste une reconnaissance du problème fondamental qui ronge notre mariage depuis 3 ans. Elle n'a jamais pris la peine de me connaître. Je ne réponds pas. Quel serait le point? Désolé, ne défait pas 3 ans de licenciement et d'humiliation. Désolé n'efface pas le rire lorsque sa mère a suggéré que j'appartenais à un petit pub sale. Désolé n'est qu'un mot que les gens utilisent lorsqu'ils réalisent enfin qu'il y a des conséquences pour leurs actions. Mais Isla n'a pas fini d'essayer. La semaine suivante, quelque chose d'intéressant se produit lors de notre préparation matinale habituelle. Marcus, mon chef d'accueil, revient à la cuisine avec une demande d'emploi et cette expression étrange sur son visage. Boss, nous avons obtenu une demande pour un poste de vaisselle, dit-il, brandissant les documents. Mais quelque chose est parti. Je prends la demande et je comprends immédiatement sa confusion. L'écriture est différente, plus désordonnée, plus décontractée, mais il y a quelque chose sur la façon dont certaines lettres sont formées que je reconnais. Le nom du demandeur est répertorié comme Izzy Sanchez, mais quand je regarde les références et l'expérience de travail précédente, tout est créatif mais néanmoins. Des complications qui sont forgées à suivre. Une fois. Compréhension. On ne peut pas parler de l'existence ou s'est excusé. Il doit être gagné par le travail, en se présentant jour après jour en prouvant que vous êtes prêt à faire ce qu'il faut même lorsque personne ne regarde. Si Isla veut comprendre qui je suis vraiment et ce que j'ai construit ici, elle va devoir commencer par le bas comme tout le monde. Pas de raccourcis, pas de privilèges spéciaux, pas de filet de sécurité, juste le travail lui-même et quelles que soient les leçons. Les mois passent et Izzy Sanchez fait partie du rythme quotidien au robinet de granit. Je la regarde depuis la cuisine alors qu'elle frotte les assiettes jusqu'à ce que ses mains soient crues, emporte des baignoires de bus lourdes sans se plaindre, et apprend lentement ce que signifie réellement travailler dans un restaurant. Elle se présente tôt, reste tard et ne demande jamais une seule fois un traitement spécial ou essaie de tirer la carte de la femme lorsque les choses deviennent difficiles. Les autres membres du personnel ne savent pas qui elle est vraiment. Pour eux, c'est juste un autre coureur de vaisselle qui est reconnaissant pour le travail et prêt à faire l'effort. Et c'est exactement comme ça que ça devrait être. Pour la première fois depuis que je la connais, Isla est jugée uniquement sur ses actions plutôt que sur ses relations familiales ou son compte bancaire. Elle ne quitte pas. Cela me surprend plus que je ne veux l'admettre. Je m'attendais à ce qu'elle dure peut-être une semaine avant que la réalité de la main-d'œuvre physique réelle ne lui renvoie un courir à son style de vie de fond en fiducie. Mais elle revient sans cesse, continue d'apprendre, continue de gagner le respect de l'équipage de la cuisine à travers le travail plutôt que des mots. Lentement, quelque chose change dans la façon dont elle se comporte. L'attitude intitulée s'estompe, remplacée par une véritable curiosité quant au fonctionnement du restaurant. Elle commence à poser de vraies questions sur la préparation des aliments, sur les relations avec les fournisseurs, sur ce qu'il faut pour maintenir les normes que nous avons établies ici. Elle écoute quand Tanukika explique les techniques de cuisine, fait attention lorsque Rishi parle des accords de vin, absorbe tout comme si elle comprenait enfin qu'il y a tout un monde de connaissances qu'elle n'a jamais pris la peine d'explorer. Un soir après la fermeture, je la trouve assise à la table du personnel à l'arrière, l'air complètement épuisé. Ses vêtements de créateur ont été remplacés par des blancs de cuisine tachés par le travail honnête d'un long quart de travail. Parfaitement les ongles bien entretenus ont disparu, remplacés par des mains qui montrent l'usure d'un vrai travail. Sans rien dire, je place une assiette devant elle. Notre risotto des champignons sauvages signature, le plat qui a fait du magazine de nourriture et de vin nous appelle une révélation de nourriture réconfortante élevée à l'art. Elle me regarde avec surprise, puis dans l'assiette, puis prend une bouchée prudente. L'expression qui traverse son visage me dit tout ce que je dois savoir. Il y a des larmes dans ses yeux, non pas de la tristesse, mais de quelque chose de plus profond. Comprendre peut-être, ou la reconnaissance de ce qu'elle manquait depuis le début. Je ne savais pas que la nourriture pouvait être pardon, dit-elle tranquillement. Je hoche la tête parce que c'est exactement ce que fait la bonne nourriture. Il raconte des histoires, construit des ponts, offre une deuxième chance aux personnes désireuses de les gagner. Ce dimanche, je fais quelque chose que je n'ai pas fait depuis des mois. J'organise un brunch privé au restaurant juste pour la famille. Pas de clients, pas de pression, pas de performance. Juste Isla, Félicia et même Virginie assis autour d'une table simple avec du pain frais, de la lumière du matin douce et des aliments honnêtes faits avec soin. La table n'est pas vêtue de lin d'or ou décorée de fleurs chères. Il n'y a pas de prétention, pas de jeu de statut, pas de hiérarchie basée sur l'argent ou les connexions. Juste une vraie conversation sur la vraie nourriture, le genre de repas qui nourrit plus que la faim.
Enfin, il y a un siège pour moi à la table familiale. Et cette fois, je suis moi qui l'ai dit.